Bonjour à tous, on va attendre encore une toute petite minute le temps que les gens rentrent sur l'atelier. Et est-ce que is Mark among you, like the last speaker? Mark MacArthur? No, can't find him. Okay. Bien, bonjour à tous, on va pouvoir commencer cet atelier. Je vous remercie tous de votre temps et de votre présence aujourd'hui pour cette heure et demie avec nous. Alors cet atelier sur les plans climat et leur intégration a lieu dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique. Je parlerai principalement français, mais nous avons aussi des intervenants anglophones. Il y a un service d'interprétation directe. Il vous suffit de cliquer sur le globe en bas du Zoom et de sélectionner français. Et si vous intervenez à la fin de la session, on vous demandera également de ne pas parler trop vite pour que Dominique, que nous remercions, puisse traduire votre propos. I speak mostly in French, but we have a direct interpretation service. So for English speaker, you can press the button below and select English on the small globe. And please do not speak too fast for Dominique to be able to translate. Donc moi, je m'appelle Amaury Parel, je coordonne les activités de l'Observatoire Climate Change. Alors, Climate Change, c'est une association qui a été fondée en 2015 et qui accompagne les acteurs dans leur stratégie de lutte contre le changement climatique à travers plusieurs outils et plusieurs activités. Celle d'informer, avec un portail en ligne complètement français et anglais qui réunit plusieurs petits outils comme une cartographie, une bibliothèque, etc. Celle de mobiliser à travers des coalitions d'acteurs thématiques qui sont invités à se réunir chaque année lors de nos sommets ou plus régulièrement lors de nos ateliers virtuels. Et puis analyser avec l'Observatoire pour l'action non étatique, l'action climat non étatique, qui lui analyse et synthétise les actions récentes mises en œuvre par les entreprises, les collectivités, la société civile, mais également les acteurs de la finance, à travers plusieurs bilans thématiques, bilans annuels, donc sectoriels, territoire, finance ou adaptation, de multiples cas d'études, et puis d'autres projets d'analyse, comme celui qui nous réunit aujourd'hui, sur l'intégration verticale des démarches de planification climat entre les différents niveaux de gouvernement. Alors effectivement, en 2020, peut-être que tu peux commencer à mettre le PowerPoint. C'est juste pour l'introduction. Hein. Hop, merci. Voilà. Donc en 2020, nous avons commencé la rédaction de cas d'études pays pour étudier le cadre national à la fois législatif et de politique publique mise en œuvre dans les pays du G20. Est-ce que tu peux mettre la deuxième slide, s'il te plaît? Ouais, encore. Merci. Donc pour étudier un peu les cadres nationaux, législatifs et de politique publique nationale mise en œuvre dans les pays du G20 pour accompagner les gouvernements locaux et infranationaux dans leur planification et comment l'articulation entre les différents niveaux se mettait en œuvre. Alors, plusieurs objectifs pour ce projet de recherche. C'est d'une part comprendre si les pays les plus émetteurs fournissent les législations, les réglementations et les outils à leurs gouvernements locaux pour mettre en œuvre leur plan climat, ce qui peut fournir des éléments de plaidoyer assez essentiels à l'heure du rehaussement des contributions déterminées au niveau national, des NDC. Il a pour but également de fournir un panorama de différents contextes institutionnels et des approches qui facilitent l'articulation entre des différentes politiques, des politiques climat locales, régionales ou nationales. Et puis, du coup, pouvoir observer un peu l'impact de ces approches nationales sur le niveau d'engagement et de réalisation des collectivités territoriales. Et puis enfin, éclairer sur les complémentarités des initiatives internationales de collectivités comme la Convention des maires, par exemple, avec les cadres ou les outils nationaux via leurs propres outils ou leur méthodologie. Voilà. Et donc, l'objectif de cet atelier, plus précisément, c'est une sorte
d'événements de lancement pour nous, pour rendre ce petit projet d'analyse public, et puis d'échanger ensemble autour des approches européennes et de s'en inspirer, notamment françaises et allemandes, puisque ce sont les 2 cas que nous avons rédigés en tout cas en Europe. Alors tous ces cas-là seront bientôt mis en ligne sur notre site internet. Donc vous aurez les cas d'études France, Allemagne, Brésil, Canada, et puis prochainement Russie, et puis j'espère également très prochainement Italie et Royaume-Uni. Alors pour respecter un peu la volonté des assises aussi de rendre ces ateliers un peu participatifs, dynamiques, je vous propose de faire cet atelier sous la forme d'un échange avec 4 intervenants. Ce sera la slide suivante, s'il te plaît. Donc avec Éric Vézine, qui est chef du service des politiques territoriales à l'ADEME, Lisa Kuysen, qui est chef de projet à l'Adelphi. Alors l'Adelphi, c'est l'organisation avec qui nous avons collaboré pour rédiger le cas d'études allemand, que nous remercions également aujourd'hui. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Giulia Mellica, qui est responsable technique et scientifique au Centre de recherche commun de la Commission européenne. Et enfin, nous accueillons, je ne sais pas s'il nous a rejoint entre-temps, Mark McClure, qui est également chef de projet à l'Energy Saving Trust, l'agence de la maîtrise de l'énergie britannique en quelque sorte. Alors, avant de commencer ces discussions, peut-être juste définir un peu ce qu'est l'intégration verticale. Voilà, merci. Pour cela, je vais reprendre la définition en fait, de la GIZ, qui est l'équivalent allemand de l'AFD, de l'Agence française de développement, qui définit l'intégration comme l'intégration verticale, comme des politiques climat, comme se référant aux efforts de coordination et de prise en compte réciproque des politiques climat par les différents niveaux de gouvernance administrative d'un pays pour à la fois développer, mettre en œuvre et faire le suivi conjointement d'une stratégie climat d'adaptation ou d'atténuation. Voilà, alors nous, dans nos cas d'études, pour un peu analyser la grille d'analyse, en fait, pour caractériser ces degrés d'articulation, on a retenu un peu trois caractéristiques ou trois angles. Donc la première, c'est un peu à quelle étape s'agit-il pour articuler ces différents plans. Donc à la fois la formulation, l'étape de la formulation du plan climat, c'est peut-être la forme d'intégration la plus observée, qui consiste à adopter des objectifs climat similaires entre les différents niveaux, ainsi que des priorités, et notamment les objectifs et les priorités qui seraient donnés par les échelons administratifs supérieurs. Il y a l'étape de la mise en œuvre, comment par exemple les ressources techniques ou financières sont réparties entre les différents niveaux pour la mise en œuvre d'une action locale ou régionale, ou comment certains projets ou programmes peuvent bénéficier d'une mise en œuvre commune entre différents échelons pour préserver une cohérence sur le territoire. C'est notamment souvent le cas des programmes de mobilité, par exemple. Puis enfin, l'étape du suivi-évaluation, comment intégrer les éléments de suivi-évaluation des politiques locales au niveau intermédiaire ou nationaux, qui permettent d'avoir une vision plus fidèle des avancées et des difficultés de mise en œuvre dans les territoires, puisqu'elles sont souvent affaiblies lorsqu'on a une vision seulement nationale. Et puis cette intégration au niveau du suivi peut également forcer la cohérence des outils de mesure et de calcul. La deuxième caractéristique, c'est sur le sens de cette intégration. Donc, d'un côté, il y a la prise en compte par les échelons infra-étatiques et de la stratégie nationale climat, donc en reprenant encore une fois ces objectifs, des mécanismes ou des outils proposés, en les adaptant peut-être à l'échelle locale ou intermédiaire, donc ce qu'on peut appeler une approche top-down si vous voulez. Et puis de l'autre côté, une prise en compte des politiques locales ou intermédiaires par les échelons, encore une fois, intermédiaires ou nationaux, ici plutôt en intégrant la diversité de l'action des territoires, de leurs caractéristiques, pour proposer après des outils ou des politiques qui mettent à profit cette diversité. Et puis au niveau du suivi, pour intégrer ces données de suivi des plans locaux ou régionaux. Et enfin, la troisième caractéristique, c'est un peu le degré d'obligation ou de réglementation nationale, et puis les compétences des régions qui en découlent. Puisque l'adoption d'outils de planification par les collectivités locales est dans certains pays, dans de très rares pays d'ailleurs, motivée par des réglementations nationales plus ou moins prescriptives, qu'elles imposent des objectifs ou la formulation même d'un plan climat. Cette réglementation peut être également plus ou moins structurante, qu'elle propose des méthodes, des outils, voire une plateforme nationale de reporting.
ce cadre, en fait, ou cet appui technique influence bien entendu le niveau de prise en compte du climat dans les politiques locales et puis leur articulation. Alors, ces 3 caractéristiques permettent de caractériser le niveau d'intégration verticale dans un pays donné. Il est important de rappeler quand même que cette prise en compte réciproque est un facteur d'une composante d'une gouvernance plus complexe, hein. C'est pour ça que je vous ai mis ce schéma à droite sur la slide. Donc la gouvernance multiniveau, elle allie à la fois l'intégration verticale, donc c'est le schéma au milieu si vous voulez, mais aussi la capacité des gouvernements locaux à travailler ensemble ou à coopérer de manière transversale ou horizontalement à travers des réseaux de villes ou des associations. Voilà, ça c'était pour remettre un peu en perspective notre focus. Alors ça donne lieu à tout un tas d'approches, hein. Je pourrais même rajouter quatrième facteur, puisque certains pays s'intéressent se focalisent sur certains secteurs. Par exemple, en Italie, les plans climat locaux sont obligatoires, mais ne concernent surtout la consommation d'énergie et le type d'énergie utilisée. Au Canada, qui est un État fédéral, par exemple, seule la province de la Nouvelle-Écosse exige des villes qu'elle élabore des plans climat, des plans d'action pour le climat. Et puis d'autres exemples que nous développons dans d'autres cas d'études comme la Corée, par exemple, elle demande un plan de de mise en œuvre des objectifs du développement durable à ces villes, qui inclut l'atténuation. Donc voilà, c'est plein d'approches que nous essayons de développer dans ces cas d'études. Et pour finir cette intro, du coup, pourquoi c'est important de travailler sur cette intégration verticale? Alors, il y a une brève revue de littérature indique plusieurs avantages. Celle d'intégrer le potentiel d'acteurs des territoires pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. Alors ça, c'est une condition qui est aujourd'hui reconnue de tous, hein, particulièrement attendue dans les pays du G20 qui émettent 80% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut aider les États à rehausser leurs objectifs nationaux plus rapidement. Cette intégration peut aussi avoir un effet catalytique, hein, sur les actions climat et sur la volonté des gouvernements locaux à agir. Elle peut également accélérer le soutien technique et financier dont les collectivités locales ou régionales ont besoin pour mener à bien la mise en œuvre et le suivi de leur politique climat. Elle peut aussi améliorer l'allocation des ressources entre les différents niveaux, puisqu'une réflexion sur l'intégration permet de dépasser les logiques propres à chaque échelon et puis d'identifier au mieux les ressources et les possibilités disponibles à chaque échelon. Et puis enfin, tout bonnement, faciliter le partage d'informations et d'expériences entre les différents niveaux de gouvernance. Donc on va commencer un peu à discuter autour du cas français avec Éric Vézine. Peut-être avant, quelques points sur la France, puisque c'est un cas qu'on a pu développer. Donc des points de contexte. Alors la France, vous le savez certainement, compte à peu près 35 000 communes qui sont regroupées au sein de 1300 intercommunalités dans 100 départements et 18 régions. Les collectivités réalisent 70% de l'investissement public civil, mais avec une autonomie fiscale relativement faible. Les premières réglementations concernant les plans climat arrivent en 2010 et elles concernent surtout les régions et les collectivités de plus de 50 000 habitants, soit 500 collectivités. En 2014 et en 2015, des nouvelles lois viennent préciser les compétences de chaque collectivité française, et particulièrement les compétences liées à la transition écologique, hein. La loi explicite le rôle des régions d'un côté, qui doit territorialiser les orientations nationales et qui sont un peu les chefs de file des politiques climat-énergie, mais également pour l'aménagement et pour la biodiversité, par exemple, via l'outil phare qui est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, qui est dit le STRADET. Et puis de l'autre côté, une obligation de réaliser des plans climat locaux s'étend aux intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Et les collectivités, elles, sont en charge d'animer la mise en œuvre de ces plans avec les acteurs locaux. Voilà un dernier petit point de contexte sur l'articulation. Il y a différents degrés de conformité qui sont prévus par la loi. Elle impose par exemple que les plans locaux soient compatibles avec les plans régionaux. Et puis, les plans locaux comme régionaux doivent prendre en compte la stratégie nationale bas carbone et formuler des objectifs quantitatifs en cohérence avec cette stratégie ou avec les objectifs internationaux. Alors, pour développer un petit peu, Eric, je vais poser une première question sur un peu le cadre national. Quels avantages vous voyez à rendre les plans climat obligatoires en France pour les villes comme pour les régions? Et est-ce que ces obligations ne freineraient-elles pas la participation des collectivités françaises aux initiatives mondiales?
Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Eric Vézine à l'ADEME, à la direction exécutive des territoires, qui est la direction dans laquelle se trouve l'ensemble des directions régionales de l'ADEME. Et dans cette direction se trouve un service qui est au siège de l'ADEME, donc qui est mon service, service des politiques territoriales. Et donc, nous accompagnons les collectivités à travers l'établissement de différentes ressources et via nos directions régionales pour accompagner les collectivités dans leur démarche territoriale de transition énergétique et écologique. Alors, les avantages qu'on y voit, tout d'abord, avant de parler de plan climat obligatoire, il faut voir qu'au niveau de la France, le fait de s'engager dans des démarches territoriales, on n'est pas passé directement par la réglementation. Ça fait très longtemps que les collectivités et l'ADEME, c'est un accompagnement historique que fait l'ADEME auprès des collectivités. Depuis longtemps, les collectivités sont engagées dans des démarches de territoire qui ont pu avoir différents noms au cours du temps. Mais du coup, avant la période Grenelle, qui est la première loi qui instaure le fait de faire des PCET, plans climat énergie territoriaux, on a acquis voilà, de l'expérience dans le fait de mettre en place des démarches territoriales transversales. Et puis, bah, bien souvent, comme ça se passe en France, à un moment donné, ça passe du volontaire, ça vient dans le réglementaire. Donc, on a eu les plans climat énergie territoire, les PCET, avec la loi Grenelle, et puis après la loi de transition, la loi de transition énergétique pour la croissance verte a instauré les PCAET, les plans climat air énergie territoire. Donc, on a inclus le fait d'avoir la qualité de l'air dans ces plans climat, et on a inclus aussi le fait d'obliger à ce que les collectivités prennent en compte le sujet de l'adaptation au changement climatique, parce que peut-être qu'on y revient dans la discussion, mais l'intérêt, c'est à la fois de travailler sur l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'adaptation au changement climatique, donc l'adaptation des territoires aux effets du changement climatique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, du fait de cette réglementation, pour tous les EPCI, donc toutes les intercommunalités de plus de 20 000, ce qui fait qu'on a un maillage de l'ensemble du territoire. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est-à-dire en un point du territoire, quelle que soit la commune ou la collectivité, elle fait forcément partie d'une intercommunalité. Pour toutes les plus de 20 000, du coup, elles sont engagées forcément dans un PCAET réglementaire, et puis on observe que pour les moins de 20 000, on a souvent des démarches volontaires qui peuvent être parfois portées par des groupements de collectivités type PETR, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, ou des pays qui, pour le compte des intercommunalités infra, plutôt en territoire rural, portent le projet du territoire. Donc voilà, l'intérêt, c'est vraiment de mailler l'ensemble du territoire français et de s'engager dans une démarche de territoire. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. On a simplifié, c'est quand même important de le dire, entre le passage du PCET au PCAET. Le PCET était pour toutes les collectivités, que ce soit une commune, une intercommunalité, département, région, de plus de 50 000 habitants, ce qui fait qu'on pouvait avoir un peu un effet millefeuille de démarche. Aujourd'hui, cette obligation, elle est uniquement sur les EPCI de plus de 20 000 habitants, ce qui fait qu'on a quand même simplifié quand même l'organisation au niveau du territoire. Voilà. Donc le gros intérêt, c'est en termes de suivi de politique publique, c'est quand même d'engager l'ensemble du territoire dans des démarches à des mailles qui sont définies. Après, on reviendra tout à l'heure sur le sujet du suivi, mais en tout cas, c'est de pouvoir avoir voilà, cette politique publique qui se décline au niveau des territoires, parce qu'aujourd'hui, le discours qu'on porte vraiment, c'est que la transition énergétique et écologique, alors bien sûr, on fixe des objectifs au niveau internationaux qui sont après redéclinés au niveau des États, mais in fine, la maille opérationnelle pour mettre en place les actions, ça reste quand même la maille des collectivités. Vous avez cité tout à l'heure le chiffre en termes d'investissement public. On voit bien que les collectivités, enfin, il n'y a pas de transition écologique sans investissement et sans engagement fort de la maille locale. Par rapport alors aux freins que ça peut avoir, est-ce que c'est un frein pour l'engagement des collectivités dans les initiatives mondiales? Non. Non, non, parce que déjà, ça veut dire que l'ensemble de la France est engagé
dans ces démarches. Donc déjà, ça veut dire que les collectivités sont dans cet engagement. Après, donc le frein, c'est pas un frein en tant que tel, puisqu'on a quand même une acculturation forte des collectivités sur le sujet. Ce qui peut être un frein, c'est le sujet du reporting, qui Mmh. voilà, qui peut être vraiment un frein parce que alors c'est vrai qu'en France, on est assez fort quand même pour avoir, là on a beaucoup parlé des PCAET. On a aussi beaucoup de démarches volontaires à côté de ça, donc démarches nationales. Vous vous rappelez tous de l'époque où l'État avait lancé les TEPCV, les territoires énergie positive pour la croissance verte. Donc maintenant, l'année dernière, on avait les contrats de transition écologique. Maintenant, on va avoir les futurs contrats de relance de transition écologique. Donc à côté des démarches réglementaires, on a aussi beaucoup de démarches volontaires. Après, on peut avoir des initiatives aussi au niveau régional qui concourent à des dynamiques régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous entendrez parler des territoires à énergie positive, les TEPOS. Euh, et puis après, au niveau effectivement international, européen, on peut avoir des initiatives comme la Convention des maires. Je pense que tout ça concourt vraiment à un même objectif, hein, qui est de structurer une démarche de territoire, de porter une vision, d'avoir une stratégie, un plan d'action, et où ça peut peut-être parfois être un frein par rapport à des initiatives européennes ou mondiales, c'est dans le sujet du reporting, où on peut demander des reportings qui sont à des mailles différentes, sur des champs différents, suivant Mmh. des modalités qui sont différentes. Et il ne faut pas sous-estimer le travail que ça peut représenter de passer dans un format type, bah voilà, le PCET demande tel format de reporting, ou en France, on a aussi des initiatives que porte l'ADEME, comme le label Citergie ou le label économie circulaire, qui demande un reporting, et puis après de passer à un autre format qui peut être un travail assez important. Est-ce que Euh, c'est pas l'objet du projet Comme Easy, du coup, de faciliter, Voilà, tout à fait. On a lancé un projet entre l'EEA, donc l'European Energy Award, qui est le réseau européen qui porte l'initiative au niveau national, qui est Citergie, et de travailler avec le niveau européen dans ce projet Comisy pour essayer de rendre, d'avoir un principe de subsidiarité quand en France une collectivité est engagée dans une démarche comme Citergie, eh ben, ça permet la reconnaissance après au niveau européen, au niveau de la Convention des maires, et donc de s'affranchir de ces formats de reporting différents. OK. OK, merci. Une seconde série de questions sur, plutôt le cadre régional cette fois-ci. Comment les régions assurent le rôle de chef de file sur le climat et climat-énergie et comment elles interagissent, avec les plans climat locaux, donc les PCAET, autant pour la formulation que la mise en œuvre? Puis ouais. Ouais. Alors, le rôle des chefs de file, pour moi, il peut s'exprimer suivant trois actions. Il y a tout à l'heure, vous avez cité la réalisation des SRADET, hein, les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Donc, on est dans la première génération. Avant, on parlait des SRCE, schémas régionaux climat, air, énergie. Maintenant, on a élargi le champ en termes de transition énergétique et écologique avec les SRADET. Ces documents, donc ça permet de bâtir la stratégie et la feuille de route au niveau régional et d'ancrer l'ambition de la région, alors comme on l'a dit, en lien normalement avec la stratégie nationale bas carbone au niveau national. Donc ça, le fait pour la région de faire cet exercice de SRADET doit permettre après de venir alimenter les réflexions et les exercices infrarégionaux comme les PCAET. Alors il se trouve que là, on est dans un temps où les SRADET et les PCAET se sont faits un peu en même temps, mais voilà, on est sur la première génération. Donc première chose, c'est que le SRADET, une fois qu'il est fait, il permet de donner un cadre. On a parlé tout à l'heure compatibilité des PCAET avec les SRADET, et donc de donner un cadre pour les exercices infra. Deuxième chose, c'est aussi le fait que au niveau régional, alors à la fois avec le SRADET, mais à la fois avec des outils comme les observatoires régionaux climat, air, énergie, on puisse aussi venir alimenter les collectivités pour leur exercice de planification. Les observatoires doivent être un outil vraiment important dans le paysage pour venir fournir de la donnée, si possible directement au bon format
de données pour faire un bilan énergie, un bilan gaz à effet de serre, travailler sur la notion de diagnostic de vulnérabilité de territoire. Donc deuxième chose, de venir fournir, que le niveau régional vienne fournir en données la maille infra pour la réalisation des exercices de planification. Et puis le troisième, c'est tout le travail d'animation aussi qui est fait au niveau régional. On a bien souvent des communautés, ce qu'on appelle des communautés de travail qui sont mis en place au niveau régional entre la région, l'État, l'ADEME. Et ces communautés de travail, avec 3 acteurs importants à la maille régionale, heu, portent souvent un travail d'animation de réseaux de collectivités au niveau infra. Et ces réseaux de collectivités sont vraiment des lieux importants pour, à la fois faire de l'information un peu descendante, mais aussi faire du partage, d'informations, que de faire du retour d'expérience, de pouvoir valoriser, ce que font, les collectivités qui sont les plus avancées, peut-être les plus engagées, vers des collectivités qui seraient un peu moins engagées ou plus, sur en termes de au début de la réflexion. Donc voilà, cette notion de réseau d'animation, c'est des choses qui fonctionnent quand même assez bien dans toutes les régions, et qui concourent du coup à renforcer ce rôle de chef de file de la région à la maille régionale. Et du coup, selon vous, avec toute cette aide qu'apportent les régions, que manque-t-il aujourd'hui aux collectivités, françaises pour, la mise en œuvre et le suivi de leur plan climat? Alors je pense que ce qui peut, aujourd'hui manquer, alors je sais pas d'ailleurs si c'est une idée, peut-être un peu rapide, mais c'est pas forcément des financements en termes d'investissement. Je pense que ça aujourd'hui, on est dans une période où il y a beaucoup de financements. L'ADEME apporte des financements, des acteurs comme la Banque des territoires apportent des financements, les régions peuvent apporter des financements. Donc je pense que du financement pour financer les actions, il y a du budget. Pour moi, ce qui manque peut-être aujourd'hui, c'est peut-être plus toute la partie, ingénierie, ce qu'on appelle Mmh. nous l'ingénierie territoriale, c'est-à-dire la phase amont, pour une collectivité et justement d'avoir, suffisamment de moyens humains pour venir travailler le projet du territoire, travailler la vision que porte le territoire, puisque normalement, dans un projet de territoire, on a un portage politique, on a un élu Mmh. référent, on a une équipe dédiée. Et Mmh. par contre, ça peut parfois être un peu c'est peut-être là que le bât blesse un peu, c'est d'avoir des moyens à dégager pour venir financer tout ce travail d'animation qui doit être fait au sein de la collectivité. Je rappelle que la transition énergétique et écologique, c'est pas uniquement le sujet de la direction ou du service environnement ou énergie, c'est vraiment un sujet transversal à l'ensemble de la collectivité. C'est un projet de territoire, donc c'est aussi avec l'ensemble des acteurs du territoire. Et ça nécessite dans la phase amont, avant de parler d'investissement, de travailler son projet. Donc ça nécessite de l'animation et donc ça nécessite des moyens humains pour derrière aller faire cette animation interne, externe, au niveau du territoire. On a aussi la partie ingénierie, mais ingénierie financière, savoir monter un Mmh. projet, savoir comment aller chercher les budgets qui sont nécessaires. Et je pense que voilà, là où il faut vraiment se renforcer, et nous, au niveau de l'ADEME, on accompagne beaucoup de territoires justement dans cette phase un peu d'ingénierie. Je pense que c'est vraiment ça, la transition écologique énergétique, ça s'inscrit dans le temps. C'est pas juste le temps d'un mandat politique, ça s'inscrit dans la durée. Les objectifs sont des objectifs de long terme. Et donc, ça nécessite de construire son projet, sa vision, et de s'inscrire dans le temps long, et donc de passer du temps sur la phase amont, justement, pour définir son projet de territoire. Et je pense que c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. OK, donc de l'ingénierie territoriale, C'est ça. principalement, OK. Merci Eric, on reviendra vers vous, un peu plus tard sur la Oui, question du suivi. En attendant, je vais me tourner vers, Lisa Kuysen pour développer un petit peu le cas allemand. Alors peut-être quelques éléments aussi de contexte ici. Alors l'Allemagne compte 16 Länder, donc le Länder, c'est les États fédérés, ce qui pourrait être l'équivalent des régions en France si on voulait vraiment, schématiser. Et puis, 11 000 collectivités qui sont divisées en 2 catégories, les, districts et puis les communes qui composent, ces districts. Alors en Allemagne, les gouvernements locaux représentent, 60 de l'investissement public. Elles ont davantage d'autonomie fiscale, mais avec des disparités, grandissantes entre collectivités. Heu
et puis des contraintes budgétaires qui limitent leur capacité à mettre aussi en œuvre. L'Allemagne est un système fédéral basé sur la séparation verticale des pouvoirs. Donc, il y a des compétences réservées ou partagées. Alors, les compétences en matière de climat-énergie sont des compétences partagées entre le niveau fédéral et les Länders. Et puis, seuls les Länders peuvent légiférer sur l'action des collectivités locales ou leur transférer des compétences. Lisa me corrigera si je dis un peu des erreurs, mais pour l'instant, je crois que c'est ça. Et enfin, l'adoption d'un plan climat où la prise de mesures n'est pas obligatoire, donc ni pour les Länders ni pour les communes. Elle reste une démarche volontaire. La loi précise seulement que les Länders peuvent promulguer leur propre législation climat sur le changement climatique et également à l'égard des collectivités. Donc, même si le climat ne constitue pas en Allemagne une compétence obligatoire pour les collectivités comme c'est le cas en France, l'intégration du climat au niveau des Länders c'est quand même faite et influence tout de même le scope ou le champ d'action des collectivités. Puis enfin, précisons qu'en France, comme en France, en Allemagne, le Federal Climate Change Act de 2019 fixe des objectifs de réduction de gaz à effet de serre et puis d'autres objectifs climat, mais également des budgets d'émissions par secteur qui sont aussi contrôlés chaque année par le biais d'un rapport annuel. So Lisa, I'll ask the question in English maybe for... So the first one is about the federal policy framework. My first question would be why the federal state does not include obligations for the action of the Länders and the local government, and how are the national objectives implemented by the Länders and the local governments. Juste pour précision, pour ceux qui sont arrivés en cours, il y a une interprétation directe si vous appuyez sur interprétation et vous cliquez sur français. Voilà. The floor is yours, Lisa. Thanks, Amaury. Good day to everyone. My name is Lisa Keusen. As mentioned, I work for Delphi, which is a public policy consultancy and an independent think tank based in Berlin. And we work a lot on environmental issues, on climate issues, and on energy issues. I myself, I work a lot on projects financed by the German Ministry of the Environment. And I work a lot with strengthening local climate action. So lots of peer learning programs between different municipalities both at national level, so here in Germany, but also at European and international level. Yeah, so happy to be here today and trying to bring some light into the rather complex German multi-level climate governance system. As you said, Amaury, we have a federal governance system, which to an extent doesn't make it very easy to implement climate policy because you can't really, so the national level can't really just implement a law. There's lots of different levels involved that can't just be simply mandated to do things. So we do have a Federal Climate Act, we will have a climate action plan, and we also do have a climate action program. But the thing is that most of our climate policy does not explicitly focus on actors, but rather on sectors. So we do have lots of different sectoral elements. So for example, the energy transition process. So we have a Renewable Energy Act with different amendments that really shape how we can implement renewable energy projects also at the local level. And we have different other legal frameworks such as acts for mobility, for urban planning, etc. But in a way, the national level cannot just tell the local government to do certain things in terms of climate action, because the local governments are really under, or they belong to the regional level. So only the regions can mandate the local government to implement certain actions. But they also are sort of a little bit refraining from telling the local government what to do, because this would always imply that they would need to provide finances for a new mandate.
So there's always this sort of struggle between mandating local governments to do something, but then they also have to provide finance for this new mandate. So at the moment, German governance system is a lot, or relies a lot, not really on obligation, but rather has sort of an enabling approach. So there are lots of different programs that aim to support local governments in implementing climate action. And also, if we think about how do the regions try to then enable the local governments, it's a little bit similar. We do have, as said, we do have 16 regional governments, and I think 10 of them have by now implemented their own climate change laws. So most of them did that before a national framework existed. So they did sort of champion climate action within the region before something existed at the national level. And there they mostly have stated what their aims are, how they want to coordinate it within the region. But again, they have rather sort of formulated recommendations for local governments and have not really mandated them to do certain things, except some regions that start to also mandate local governments in terms of implementing local climate actions. Mm. Yeah. So, you don't consider that the lack of federal legislations and obligations weakens the ambition of lenders or local government, right? So, or on the contrary, can you favor the integration of climate into sectoral plans or the participation of lenders or communities in international initiatives? Sorry, the last part was? If the absence of federal legislation obligations could favor the integration of climate into sectoral plans or the participation of German local governments in international initiatives? Yeah, so I think on the one hand, it is quite limiting that we don't really have a coherent multi-level governance framework. On the one hand, we would really need a sort of more ambitious sectoral policies that that just do provide a much more enabling framework. On the other hand, it's good that we do have lots of incentives, and that lots of local governments are really, and also regional governments, they do have the freedom to surpass national goals, and they can really act as climate champions and really find sort of independent, local, appropriate solutions. So we do have lots of cities and lots of regions in Germany that are really local climate champions, that do participate in international networks, and that really lead actions internationally. But on the other hand, sort of without this really coherent and very ambitious national framework, this support of voluntary actions does not really, it doesn't result in the ambition that would be needed in order to really scale up climate action. Okay. No. And okay. And on the regional matters, if I sum up what you just said before, the multi-level coordination in Germany mainly consists of voluntary measures, such as dialogue or support mechanisms also. Yeah, that's true. I mean, we do have programs specifically designed for local governments. So that's both at the national and at the regional level. At the regional level, for example, there are different interministerial coordination committees that have formed, or specific climate and energy agencies at the regional level, and they really have the mandate to support actions of local governments. So they do support planning processes, they do support also peer learning processes, and they often also advise in terms of what types of funding are available, and they often manage European funds within the region. So there they really sort of provide advisory service and funding to local governments, and the same holds true for the national level. So
as local climate action is not a mandatory task, the national level can provide funding for them. So yeah, in case they want to be ambitious, in case they want to implement climate actions, there are lots of funding programs at the national level that municipalities can apply for. And Eric in France just said that in France, like many local governments could lack of territorial engineering. Is there in Germany like a program that could help local governments to do that? Like some providing like human resources like dedicated to that, for example? Yeah, I really agree on this or this sort of problem. I think, I mean, obviously, local governments would also say that they still lack finances, but I agree that there's really this need for someone at the local level, for a team, for dedicated human resources in order to steer this whole process of coordinating climate change action across the municipal administration. And I think, there's one really nice program that is funded by the national level, by the German Ministry of the Environment. And it's a funding program where they try to support ambitious ambitious municipalities, and they do fund the position of a climate manager for up to 60%, and for up to, I think, first 4 and then another 2 years, so for up to 6 years, they can apply to get special funding for the position of a climate manager. And this climate manager in the municipality then really has this task of coordinating planning processes, of engaging with different stakeholders, and really driving basically this whole climate ambition on the local level. Okay, thank you, Lisa. That's an interesting initiative for also the French context, I think. I think Mark is with us now, so maybe I can give him the floor. Mark, can you hear us? Yes, thank you. Sorry, I was forgetting about the time difference. I was thinking 3:30. Sorry, I think I also forget the time difference for you. So just to, like, most of the audience is French, but there's a direct translation below on the globe. I just ask you to not speak too fast for our translator to be able to translate your speech. My first question, Mark, so I just said to everyone that you were working for the Energy Saving Trust, which is kind of the energy agency of UK. And my first question would be like, are there any obligations made by the central government in UK to nations or local governments on climate planning formulations or implementation? I would say no. Certainly from UK government to the devolved nation governments, there's no requirement for climate change plans to be in place. Having said that, 2 of the devolved nations, of the 3 devolved nations, have created their own climate change legislation, which follows on from the Climate Change Act from the UK. So, and in the case of Scotland, Scotland produces climate change plans, which states how all the various aspects of climate change are going to be tackled through the powers that the Scottish government has. So the UK government devolves certain powers to Scotland and the other nations. And they decide that the Scottish government plans how it's going to contribute to meeting the overall UK climate change target. And I should say that the UK Climate Change Act set up an organisation called the Climate Change Committee, which looks at progress towards achieving climate change objectives, and also provides advice to the Scottish government, the Welsh government, and the UK government as well. So there's no requirement as such in legislation for the devolved governments to sort of come up with their own plans, but they do do their own thing. In many respects, the Scottish government is in advance of the UK government. It has more programmes than the UK government in certain areas, and it has introduced more regulation, for example. Okay, so the integration is mostly at the formulation step, like with the objectives and priority, but not much maybe on the implementation or on monitoring. Can you telling a bit us a bit more about the Scotland Climate Change Act in 2009? The Climate Change Act
Just really sort of covers, the main purpose was to set a target for achieving climate change objectives. So in Scotland, they set an objective for Scotland to be carbon neutral by 2045. The original one was 2050, but it's now been amended. So Scotland would be carbon neutral by 2025. So that is the main purpose of the legislation, and it indicates how it will do that, mainly by looking at the functions of government that are provided by the Scottish Government to try and make sure that climate change is taken into account in all aspects of how government does its business. And leading on from that, a lot of the way the Scottish Government will discharge its activities is through local authorities. So local authorities, again, will take account of climate change in all of their activities. So, and how Scotland coordinates its plan with local governments on its territory, and how does he support climate action from cities, Scottish cities? Yeah. Generally, it would be through guidance, so covering whole areas from like agriculture, land use, recycling, transport. The Scottish Government will say things that it requires to be done and that it encourages. So say, for example, in transport, local authorities are asked to look at assisting implementation of electric vehicles, charging points, looking at active travel, trying to encourage more bicycle travel than car travel. Also, local authorities, for example, are required to look at their own activities and provide a report to the Scottish Government every year, showing how it's managing to decarbonise its own activities. So, for example, in terms of building use by local authorities, transport of employees, etc. So it's a combination of looking at how maybe the local authorities work itself, but within all the sort of various powers that local authorities have, say, for example, around planning, to make sure that it takes into account various planning legislation and guidance, which will incorporate environmental aspects. Okay, so Scotland mainly supports like on the sector-based programs and action more than on the whole climate planning process. Yes. And okay, mostly financially or technically, so it doesn't really imply a planning process from cities or local governments on Scotland. No, there are certain things that local authorities are being asked to look into in terms of planning. For example, local authorities have been asked to prepare local heat and energy efficiency strategies, which will help with decarbonisation of the electricity and gas supplies in Scotland, and look at opportunities for district heating and how to promote energy efficiency. So that is one area where local authorities have been asked to produce detailed plans, and that's been carried out on a pilot basis. So that will be fully implemented in 2023. So each local authority area will have its own energy efficiency and heat plan, which will be coordinated by the local governments, and that will report back to the Scottish Government, and the Scottish Government will provide finance to the local authorities to implement that. To implement that. Okay, interesting. So, okay, yeah, really sector-based program, but a solid one, though. Yeah. Thank you, Mark. I'll come back later on the monitoring process. I'll come now to Julia. I think we can go a bit deeper to this regional aspect. Julia coordinates a really interesting paper in 2018, and she will be able to tell us a bit more on the role of regions or provinces, what we call intermediaries authorities. So my first question, Julia, will be in Europe, how would you characterize the role of intermediaries authorities in supporting smaller local authorities for energy climate planning and implementation? Okay, thank you, Amaury, for the question. So first of all, I would like to briefly introduce myself. I work for the Joint Research Center of the European Commission, and we are basically supporting the development and the implementation of the Covenant of Mayors initiative. So this is an initiative involving local authorities in the fight against climate change. So basically signatories to the Covenant of Mayors, they commit to developing and implementing sustainable energy and climate action plans
with a view to reduce emissions by 2030 and to improve resilience to the unavoidable effects of climate change. In the context of the Covenant of Mayors, we have seen the appearance of a role for regions, for provinces that were particularly willing to support the implementation of the initiative in their territories. And so they signed up to the Covenant as Covenant Territorial Coordinators. So the situation is quite different all over Europe. We have some countries, for example, Italy, Spain, and Belgium, which were the focus of the paper you mentioned in your question, where we have a very high number of Covenant Territorial Coordinators and consequently a very high number of small local authorities involved in the initiative. What kind of support we saw from these authorities? Basically, we see that they have been instrumental, first of all, in recruiting signatories, because they have raised awareness about the importance to fight climate change at different levels of governance. So definitely climate action is not only something for national governments, but it's also something that is for regions, for provinces, for municipalities. And also beyond. I mean, definitely every citizen has its role to play in the fight against climate change. So regions, basically, they have been able to develop this kind of awareness among their municipalities on what can be done at local level. Then, in terms of methodologies and approaches to develop the sustainable energy and climate action plans, also we have seen a crucial role from Covenant Territorial Coordinators, because as some of you mentioned, climate action is also about developing the plans, but it's also about reporting on the implementation of the plan. So the Covenant methodology is not different from other initiatives. So we have foreseen also an effort for reporting. And we expect signatories to develop a baseline emission inventory, so to measure the level of emissions in a baseline year, to update it regularly, and to use this baseline emission inventory as a basis to define the priority sectors for action. So in this respect, as you can imagine, for a small local authority, when I say small, I'm thinking about indicatively below 10,000 inhabitants. Developing a baseline emission inventory, collecting energy data, calculating the emissions is a very demanding task. So regions have been very helpful in this respect because they have coordinated this activity for their local authorities. So they have taken care, for example, of asking the energy suppliers in the territories to provide data structured according to the requirements of the Covenant of Mayors. They have provided directly this data to the municipalities. They have guided them in identifying the priority areas for intervention. And this way, they have definitely contributed to the success of the initiative. So we have very high numbers in Italy, Spain, and Belgium in particular. To date, we have, if I remember well, more than 220 Covenant Territorial Coordinators all over Europe. Out of them, 104 are in Italy, supporting as many as 3,900 signatories. Then we have 33 coordinators in Spain, supporting more than 3,000 signatories, 23 coordinators in Belgium, with more than 700 signatories. So it's really contributing to the success of the initiative in terms of active signatories involved. So yeah, maybe for the moment I stop here, and then you can ask me, I don't know, the next question. Or actually, I will start with you for the last round of a question for everyone.
on monitoring, specifically on monitoring, and then we'll take questions from the audience. So do those regions, do they facilitate the use of a common framework then in the EU to monitor the CCAP? And do you have a successful experience of a region or province playing a role to centralize those data? Well, we cannot really generalize because the situation is very different from one covenant territorial coordinator to the other. So what I tried to highlight so far were some common features, but then going more in details, there are some differences. But for sure, there are tools that have been developed by some of the coordinators, both for the development of the action plan, but also for the monitoring of the action plan. To give you an example, they can suggest the relevant indicator to monitor progress on the implementation of a certain action. And this is definitely an added value in terms of possibility to aggregate the data, because if you have a critical mass of signatories that is using the same reporting framework, is using the same indicators, this is definitely benefiting also the initiative as a whole. So there are some examples. I don't know, for example, the province of Barcelona is one of those who were very active since the launch of the initiative back in 2009, I think, developing both the tools for the preparation of the action plan, but also for the monitoring of the action plan. And there are also other coordinators, for example, Regione Abruzzo in Italy. They have been also instrumental in animating a debate around climate action planning. So including the stakeholders from outside, so not the usual suspects, but also the private sector has been involved in the process. The citizens have been involved in the process. And this is also something that is going on in the implementation phases. Okay, thank you, Julia. I'll speak in French just briefly with Eric, Dominique. Alors Eric, une question sur le suivi. Hein. La loi demande de fixer des objectifs quantitatifs au SRADET et au PCAET, donc aux plans régionaux et locaux. Comment on pourrait améliorer le suivi de la réalisation des actions par les communes, voire améliorer sa comparabilité et son additionnalité? Alors, effectivement, la loi demande, pour être précis, la loi demande de se fixer des objectifs, mais ne fixe pas les objectifs. Pardon, se fixer des objectifs, oui. Non, mais c'était, il n'y a pas de problème. Mais ne fixe pas d'objectifs. Par contre, effectivement, quand on fait un SRADET, quand on fait un PCET, on a obligation de devoir se fixer des objectifs. Alors, pour le reporting, il y a déjà des outils qui existent. Quand on parle de PCAET, ça veut dire qu'il y a quand même un certain formalisme qui est demandé dans ces PCAET. D'ailleurs, pour votre information, si jamais vous n'aviez pas l'information, sur le site Territoire et Climat que gère l'ADEME, sont centralisés l'ensemble des PCAET réglementaires. Donc vous pouvez, chacun peut, tout le monde peut aller sur le site Territoire et Climat, aller sur l'observatoire des PCAET, et là vous verrez tous les PCAET qui au fur et à mesure sont finalisés, sont mis à disposition. Mais le PCAET demande déjà un certain formalisme. Après, nous, on porte des outils comme nos labels Citergy ou économie circulaire, où là aussi, on a vraiment une structuration un référentiel d'action qui s'articule complètement avec les PCAET, de façon, comme je disais tout à l'heure, pas multiplier les exercices, mais être vraiment sur des outils qui soient utiles aux collectivités. Et dans ce cadre-là, on est capable de faire, ça fixe des indicateurs, des actions, donc de faire du suivi. D'ailleurs, pour votre information, l'ADEME est en train de travailler sur le numérique, essayer de travailler le levier du numérique pour essayer de fournir un outil aux collectivités, j'espère prochainement, pour en ligne pouvoir faire sur la base de nos référentiels Citergy, économie et circulaire, pouvoir faire du reporting, des suivis de plans d'action. Donc ça, c'est un service j'espère qu'on pourra fournir bientôt aux collectivités. Donc je pense qu'il existe déjà les outils de planification qui existent, imposent déjà un certain formalisme et
et voilà, permettre d'établir des indicateurs, etc. Je pense que ce qui peut peut-être manquer après, c'est notamment après, si on veut aller sur la question de suivi, de comparabilité, d'additionnalité, c'est peut-être de se fixer peut-être des jeux d'indicateurs qui seraient valables à un niveau national, régional, local, et qui permettraient de faire du suivi de politique publique, de fixer les règles de calcul de ces indicateurs, parce qu'aujourd'hui, finalement, les collectivités peuvent se fixer des indicateurs de suivi, mais il n'y a pas vraiment de règles qui expliquent comment doivent être calculés tel indicateur, tel autre. Ça, que ce soit au niveau des SRADET ou des PCAET, ce qui fait qu'on l'exercice sur l'ancienne génération des SRCAE, par exemple, il a déjà été fait d'essayer de sommer l'ensemble des objectifs pour voir ce que ça donnait au niveau national. Sur les SRADET, il est en train d'être fait aussi, mais on s'aperçoit que si derrière, il n'y a pas de la méthode qui donne un cadre commun, des règles du jeu sur la manière de calculer un indicateur, quelles sont les références qu'on prend, etc., on s'aperçoit qu'on se retrouve avec des chiffres, mais derrière, dont on ne peut pas faire grand-chose parce que derrière, les méthodes ne sont pas harmonisées. Je pense qu'il y a un outil qui est, je l'ai cité tout à l'heure, mais qui est très important, ce sont les observatoires régionaux, climat, air, énergie. Et puis, on a aussi, là, on ne parle pas d'économie circulaire, mais on a aussi les observatoires régionaux qui sont sur les déchets et l'économie circulaire, puisqu'après, il y a la question des ressources aussi. Et je pense que ces outils, ces observatoires, qui sont basés vraiment sur la maille régionale, donc c'est-à-dire qui permettent de faire à la fois le lien avec le national et à la fois le lien avec la maille infrarégionale, doivent être des outils qui doivent être utilisés pour à la fois collecter de la donnée, la centraliser, la travailler et pouvoir fournir après de la donnée, soit directement aux collectivités dans le cadre de leur plan, comme je le disais tout à l'heure, soit justement dans des notions d'essayer de faire un peu de reporting et de consolidation de données pour faire du suivi de politique publique. Donc je pense qu'il faut vraiment, pour ça, il faut que les réseaux, les observatoires se mettent vraiment en réseau, partagent des méthodes. Voilà, il y a toute cette question de travailler vraiment la méthode. Voilà. Donc après, certaines données sont pas. On peut parler d'additionnalité. Il y a un enjeu effectivement à un moment donné, si on veut, au niveau national, savoir où on en est par rapport à sa trajectoire. Notamment maintenant la France, voilà, des objectifs neutralité carbone 2050. Il faut faire du suivi pour voir si on est bien sur la trajectoire. Donc il y a vraiment un enjeu de suivre ce qui se fait au niveau régional et local. Donc là, ça fait référence au sujet de la donnée dont je viens de parler. Après, il y a aussi le sujet, c'est bien de faire du suivi, mais après, c'est aussi la question de quels objectifs on se fixe finalement. Donc, on a des objectifs au niveau national. Après, quand on veut faire de la descente d'échelle en disant qu'est-ce que ça représente, l'objectif national, qu'est-ce que ça veut dire en termes à la maille régionale ou à la maille infra, là, on tombe sur des questions quand même de méthodes qui ne sont pas évidentes, parce que neutre en carbone au niveau offre nationale ne veut pas dire qu'on est neutre en carbone dans tout point du territoire, parce que les territoires ont des typologies aussi qui sont différentes, des potentiels qui sont différents. Donc il y a aussi il y a les deux questions. Il y a comment est-ce qu'on est en capacité de travailler sa trajectoire au niveau de chaque territoire. Et ça, on n'y est pas encore parce que ce n'est pas forcément évident de le travailler. Et puis après, il y a la question du suivi des données, du suivi des indicateurs. Et là, toute la question de consolidation. Donc ça, il y a encore des sujets vraiment devant nous. Je pense que les outils pour faire la planification, on les a. Le fait de se fixer des indicateurs pour chaque collectivité, on sait le faire. Par contre, voilà, après avoir des méthodes harmonisées au niveau des indicateurs pour les calculer de la même façon, des méthodes pour savoir quelle devrait être pour les territoires la trajectoire un peu personnalisée de la collectivité. Ça, c'est des chantiers qui sont encore, je pense, devant nous. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, au niveau national, on a différents outils qui permettent soit les PCAET de les décentraliser, soit des outils comme nous, ce qu'on porte Citergy, par exemple. On a toute la vague là, des contrats de relance de transition écologique qui vont arriver en 2021 en France et qui vont couvrir aussi l'ensemble
du territoire. Donc, il y aura aussi certainement du reporting qui sera associé à ces territoires. Donc, voilà, mais il y a encore des questions quand même de méthode à travailler pour vraiment faire du suivi de politique publique et pouvoir faire de la consolidation après à différentes échelles géographiques. Et vous avez aussi raison de souligner que ce suivi n'est pas là que pour faire de la consolidation au niveau national, mais il est là aussi pour se rendre compte de la trajectoire d'un territoire, quoi, et de voir sur quel levier on peut jouer, sobriété, stockage de carbone, etc. Donc voilà, l'enjeu, il est déjà pour la collectivité en tant que telle, pour faire justement, je parlais tout à l'heure, il faut que la collectivité ait une vision, une ambition long terme. Et donc, à un moment donné, voilà, on se fixe des objectifs. Après, il faut savoir comment on est en capacité de les suivre, parce que le fait d'avoir des indicateurs, de faire du suivi de l'évaluation, c'est aussi une façon régulièrement de réorienter sa politique, soit parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur les bonnes courbes, et donc c'est aussi des outils de pilotage de politique publique qui sont importants. Et ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure, aussi à de l'ingénierie, des moyens humains derrière pour faire ce pilotage, ce suivi et cette évaluation. Donc voilà, donc le chantier à venir de l'évaluation. Je vais me tourner vers Lisa. Lisa, on monitoring, does the annual monitoring report on the implementation of the National Climate Plan include communities or local government actions or lenders' actions? And what are the carbon accounting tools used by the local government in Germany? Is there like an harmonized process or tools or something also? Yeah, well, that's a bit complicated. Actually, there isn't really. And so the reporting at the moment, or what the law prescribes, is that the different ministries are supposed to gather data and then report on their progress. And yeah, if not, if the sectoral targets are not achieved within a certain time frame, then there's supposed to be some sort of measures to strengthen ambition. But in fact, there's not really a mechanism where, or there's no really vertical mechanisms where cities do report to the regions, or where regions report to the national level in terms of their what their actions were in terms of emission reductions. So yeah, to be quite frank, I don't think that the national level does know a lot about what actually happens in the cities and regions. And I mean, there have been lots of initiatives trying to gather that data, but yeah, there's not one coherent mechanism that really does collect or that does summarize all the actions at the local and regional level. I mean, there are some tools that were developed also with funding from the national government. So there's one tool that's called BISCO, which is like a standard or that's basically a tool that helps local governments to do GHG emission baselines and to calculate their emissions. And then there's also tools that help them to develop their local climate action plans. Yeah, but maybe a little bit similar to France, there's not one obligatory standard. So what each level doesn't really sum up, or it doesn't really end up to something that can be compared across cities or regions. So you don't really have comparable numbers, because in the end everybody would use a little bit of a different approach, and yeah, therefore it's a bit difficult to actually know what is really happening in the regions and in the cities. And there's no regional observatory for climate and energy data? No, I don't think so. Yeah, I mean, I think there are things being set up, and there are sort of support mechanisms, but I don't think that we do have no such a mechanism at the moment. Okay. Thank you, Lisa. Mark, before taking the questions of the audience, I also ask you, like, do you have an instrument to harmonize the reporting, or maybe just monitor climate action by local government in the UK or in Scotland? Not so much by local government. All the sort of data on climate change progress is collected by
an independent body called the Climate Change Committee, and that is split down in a regional basis. The regional in terms of Scotland will be the whole of Scotland, whereas in English it will be split down by areas. So that takes account of a variety of sources of data, including electricity and gas transmission, fuel expenditure, etc., and transport information. It also looks at various environmental plans around the country, looking at the individual plans by sector. But within looking at the various sectors and the various actions, for example, where public sector organisations are meant to report on their progress towards achieving net zero in their own activities, so in terms of their own buildings and transport and employees, etc., there is sort of harmonisation between how each one will report on its own activities. So there'll be a standard way of recording climate change emissions and progress towards that. Again, if, for example, in terms of regulation, for example, in social housing, the Scottish Housing Regulator will look at how all individual housing providers are achieving energy efficiency targets, and they'll use a standardised way of doing that. So it tends to be like standardised ways of measuring progress across each sector, where there is guidance to do that. But otherwise it will tend to be nationally that's recorded, or on a regional basis by the Climate Change Committee. Okay, so there's an integration of data for nations, but not for local governments within nations then. That's right, yeah. Okay. Maybe I'll take, donc je vais prendre quelques questions. Alors, une première question pour Eric de Marie-Lise Breur, qui nous dit qu'historiquement, lors du Grenelle, une des options était de faire du schéma du SCOT, donc l'échelle territoriale pour le PCAET, une idée qui aurait permis de fusionner en fait ces deux plans, puisque comme disait Eric tout à l'heure, la France a pas mal de plans pour différents aspects des politiques publiques locales. N'est-ce pas la multiplication des... Donc en fait, Marie-Lise demande si c'est pas la multiplication des dispositifs qui aussi affaiblit, voire tue, l'initiative en faveur du climat. Une question assez directe. Ce qui est sûr, c'est que effectivement en France, on a beaucoup de démarches à différents échelons. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer il y a un schéma où on montre vraiment tous les plans entre le niveau national, régional, local. C'est vraiment des choses assez complexes. Après, je pense on essaie d'aller vers des simplifications. Tout à l'heure, je l'ai dit, la loi Grenelle, quand on a les PCET, voilà, on a vraiment une superposition de plans. Aujourd'hui, les PCET, on a simplifié. Aujourd'hui, à l'échelle des SCOT, il y a possibilité, effectivement, pour les EPCI infra de remonter l'exercice de PCET à l'échelle du SCOT et de valoir PCET. Donc ça, c'est aujourd'hui possible. On a aussi des initiatives, ce qu'on appelle les territoires de projet, à l'échelle de pays ou de PETR, pareil, de PCI qui missionne le PETR ou le pays pour porter le territoire de projet de l'ensemble des EPCI. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarches, mais je pense qu'effectivement, beaucoup de démarches, derrière, ça peut être complexe et ne serait-ce que pas donner beaucoup de visibilité. Mais je pense qu'on est quand même dans une période où on essaie d'aller vers de la simplification, voilà, à la fois pour limiter le nombre de démarches, aussi pour aussi mutualiser les moyens aussi, les moyens humains en termes d'animation, voilà, de coordination au niveau des territoires, d'implication des acteurs. Donc voilà, je partage le constat qu'il y a beaucoup de démarches, mais je pense qu'on est quand même dans une période où on essaie un peu de simplifier ce millefeuille, comme on l'appelle parfois. Et qui dit simplification dit aussi transparence. Donc là, c'est une question de Cécile. Désolé, je n'ai pas les noms de famille. Donc Cécile demande quel acteur est chargé au niveau de l'État de la vérification et de la cohérence objective France, région, interco et communes. Et est-il prévu à moyen terme une collecte des données, et surtout une mise à disposition de ces données auprès des citoyens pour améliorer la transparence de ces données, quoi, pour suivre aussi les avancées. Alors, la cohérence de l'ensemble, normalement, c'est au niveau de l'État. Après, chacun à son niveau. Les PCAET, par exemple, doivent remontent à un niveau régional pour être validés au niveau
au niveau régional par les DREAL et la région. Et puis après, le niveau régional remonte au niveau national. Après, sur la transparence, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, tous les plans, les PCAET qui sont faits en France sont accessibles à tout le monde. Vous allez sur le site Territoire et Climat. Vous avez une petite carte quand vous arrivez sur le site, vous avez une cartographie sur la droite. Et tous les plans climat qui sont au fur et à mesure validés sont accessibles à n'importe quel citoyen, n'importe quelle collectivité, n'importe quel bureau d'études. Nous, on a, si vous allez sur le site de l'ADEME, on met même en open data toutes les données issues de ce site Territoire et Climat. Donc aujourd'hui, en tout cas, la transparence sur ces exercices-là, en tout cas, elle y est. Les SRADET, au fur et à mesure que les SRADET sont validés, je pense qu'ils sont effectivement mis en ligne aussi au niveau de chaque région. Donc, en tout cas, sur ces exercices de planification, il n'y a pas de problème, hein, c'est mis en accès libre à tous. Peut-être que je pense qu'il s'agit peut-être aussi d'une comment on réunit ces données et qu'on leur donne une forme un peu facilement réutilisable pour les citoyens. Ça, je suis d'accord. Merci. Là, c'est une question pour Lisa. This is a question for Lisa, but I think I'll ask it to every speakers. Are the climate action programs anyhow linked with the SDG or the Agenda 2030 in Germany? Yes, I think so. So yeah, I guess the national climate policy does also integrate sort of more cross-sectoral sustainability issues. Although I must also say that we do have then again another national sustainability strategy that's also so there are different ministries responsible for different actions there, or different subsections of ministries. And obviously the whole 2030 agenda is also very relevant at the local level, but again, we don't really have any mandatory or obligatory mechanisms that do translate it to the local level. And I must also say that there's some frustrations sometimes, because lots of the programs that do support local governments on implementing, for example, climate change mitigation or adaptation or sustainable development issues are sometimes a bit separate, because there are, so there's, for example, from the German Ministry of Environment, there are programs that specifically focus on climate change adaptation, and then there are lots of then there are programs that do specifically focus on climate change mitigation. So obviously, these issues are linked at the local level, because, as a local government, you automatically try to implement things in an integrated way, although the funding programs are sometimes not integrated to the best extent, I would say. But I think there are progress lately. But we do have still sort of quite sectoral or quite divided funding mechanisms for these things. Okay, thank you, Lisa. Coordination is obviously an issue everywhere. For Mark, maybe also like these questions, like are the climate local actions, or even from Scotland, are linked with the SDG or the Agenda 2030? I think Scotland is quite advanced on that. I'm not entirely sure about that specific agenda. Certainly in terms of how Scotland works, there are climate change plans that are produced by the Scottish Government, and that does try to sort of work holistically and try to bring various sectors together. So sometimes I suppose transport might tend to work differently from buildings, for example, but it does try and bring the whole sort of plan together, rather than just sort of deal with it just on a purely sectoral basis. So there is an overarching plan. Okay, thank you, Mark. And to finish, maybe Julia, like is the how like the Covenant of Mayors, like local plans also include those SDG and Agenda 2030, which are really important also for anyway national climate objectives? Well, this is really on a case-by-case basis. It depends on individual municipalities to decide to which extent they want to emphasize other sustainable development goals. But clearly, since this is linked to the climate action sustainable development goal, that there is a clear link.
but then they may decide to go beyond that and focus also on, I don't know, for example, access to energy for everyone. And this is something that also in the Covenant of Mayors now is more reinforced, the pillar of energy poverty, our ensuring sustainable access to energy for everyone. So this is something that is growing, and we plan to promote it even further now. Okay. So, yeah. Maybe you want to say something about the Climate Pact, because I have a last question for Eric about participative and democracy, but also it makes me think that the Europe just launched this Climate Pact, and what are the goals of this Climate Pact, and how would it like improve the vertical integrations also between the different level of governance and also the integration of citizens? Yes. Okay. So basically, you know that the European Union now define more ambitious goals in terms of emission reduction by 2030 with a 55% reduction target. And clearly there is a need to involve different levels of governance. We also have, what I would like to mention is also the national energy and climate plans that are also expected to include the dimension of multi-level governance. So it's an article of the Energy Union Governance Regulation that explicitly foresees that national authorities, that member states should involve local authorities and other levels of governance in the development of national plans. So this is also something that should be stressed. In terms of involvement of broader society, in terms of engagement of citizens, the European Commission came up with this initiative back in December. It was launched. This is really aiming to trigger action at all levels. So it goes even beyond governments, but it also aims to trigger action by citizens, by groups of, I don't know, young people. So it's really aiming at spreading awareness and triggering action and supporting action. And this is something that is encouraging also the signature of climate action pledges. It aims to exchange experiences and to also assess the joint impact, the aggregated impact of actions. So that's something that definitely needs to be promoted and disseminated, and can further complement the action of local levels. And it could also facilitate territorial visions, which is, c'est le contenu de la dernière question que je vais poser en français à Eric pour Dominique, puisque Thomas pose la question suivante. On parle beaucoup de divers organes de gouvernance et on a évoqué la difficulté de faire émerger des visions territoriales. Qu'en est-il du niveau encore inférieur, celui des citoyens, et en quoi l'émergence d'outils de démocratie participative, comme la Convention citoyenne, applicable à tous les niveaux, pourrait venir changer et dynamiser ces structures administratives? Pour bien comprendre, quand on parle de PCAET, par exemple, et quand on parle de démarche territoriale, en général, on parle vraiment de démarche de territoire. La loi de transition énergétique de 2015, d'ailleurs, dit que les EPCI, les intercommunalités, sont les coordinateurs de la transition écologique sur leur territoire. Donc, sur son territoire, ça veut dire qu'il y a à la fois la collectivité, ce qu'elle peut porter en propre par rapport à ses compétences. Il y a aussi le fait d'embarquer les acteurs du territoire. Donc, tous les outils qui concourent à pouvoir aussi embarquer, quels que soient les acteurs, bien sûr les citoyens, les entreprises, les associations, voilà, tous ceux qui, sur un territoire, concourent à construire le projet de territoire et à le construire ensemble, sont des outils qui viennent effectivement alimenter la démarche de territoire. Et je pense que beaucoup de collectivités sont aussi dans la co-construction, dans l'implication des citoyens. Donc voilà, je vois pas d'opposition. Il y a bien un projet de territoire et tous les outils qui permettent de co-construire avec les acteurs du territoire sont des bons outils. Et effectivement, certaines villes vont plus loin aussi parce que vous parlez de co-construction. C'est vrai que souvent la participation des citoyens, des acteurs locaux est souvent cantonnée en fait à l'amont en fait du plan, donc à la co-construction, qui est déjà très très important.
Mais effectivement, je pense qu'il y a des villes ou des communes ou des collectivités qui arrivent à aller un peu au-delà. Dans ces cas d'études qu'on propose, nous, c'est vrai qu'on ne développe pas trop encore ça. Ça fait beaucoup après, effectivement, c'est tout un champ aussi d'action politique, hein, d'intégrer tous les acteurs locaux dans une démarche territoriale. Donc voilà. Après, il y a des initiatives, je ne sais pas, tout le monde connaît peut-être l'initiative de Los Angeles, hein, qui a beaucoup travaillé justement avec. Après, il y a des effets d'échelle aussi. Voilà, est-ce que quand on est à une échelle Los Angeles, qui est plutôt une petite collectivité, comment est-ce qu'on fait de la montée d'échelle après sur des collectivités beaucoup plus grandes avec forcément beaucoup plus d'habitants. Donc il y a aussi la duplicabilité à regarder de ce type d'initiative. Alors pour finir, peut-être, je vois pas d'autres questions. Peut-être que je vais juste relever certains commentaires avant de vous dire au revoir. Il y a Caroline Panard qui nous dit que de nombreuses expertises qui viennent d'initiatives privées ne sont pas forcément valorisées par les organismes publics, en attendant de créer leur propre méthode depuis pas mal d'années. Voilà, quelqu'un d'autre nous dit que l'élaboration parallèle entre le SCOT et le PCAET en France, donc le plan climat, le plan d'aménagement du territoire, permet d'avoir de fortes ambitions énergie-climat au niveau du territoire en prenant l'exemple du Grand Douaisis. Voilà, Céline nous rappelle Héloïse nous rappelle que les objectifs des schémas régionaux peuvent être une donne de lien pour l'observatoire. Je pense que on a pu répondre, je pense, à toutes les questions. Enfin, en tout cas, je l'espère. Sinon, nos 4 intervenants sont disponibles peut-être pour répondre à des questions plus tard. Vous pouvez me les envoyer à moi et puis on pourra y répondre plus tard par mail. Je peux ajouter un petit commentaire, Amaury? Oui, vas-y. Juste rapide, on a parlé plusieurs fois de comparabilité entre collectivités. Je pense que l'objectif, il n'est pas de comparer les collectivités entre elles quand on parle d'exercice de reporting, d'indicateurs, etc. Il faut qu'on fasse attention. Les collectivités ont des histoires différentes, des potentiels différents, des synergies différentes. Je pense que l'objectif, il est surtout pas, ce serait une erreur, de rentrer dans la comparabilité des collectivités entre elles. Par contre, il y a un enjeu de pouvoir partager les expériences entre collectivités, les bonnes pratiques, de pouvoir peut-être donner accès aux collectivités, aux plans d'action d'autres collectivités qui seraient peut-être déjà plus engagées. Et nous, on va y travailler avec le numérique, justement pour partager vraiment les expériences entre collectivités. C'est pour ça que les réseaux de collectivités sont importants. Donc oui, pour le partage d'informations, de plans d'action, pour pouvoir se challenger peut-être entre collectivités et en tout cas échanger, mais non, l'objectif n'est pas de comparer les collectivités entre elles, parce que ça, c'est un sujet plutôt dangereux, quoi. Merci beaucoup, Eric. Je pense que c'est un très bon mot pour la fin, de dire que voilà, comparer n'est pas hiérarchiser ou n'est pas prioriser, ou enfin, en tout cas ranger les collectivités par ordre de progrès ou autre. Merci beaucoup pour cette précision. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais finir cet atelier en temps et en heure, puisqu'il est bientôt 16h30. Je vous remercie à tous pour avoir assisté à cet atelier. Je vous rappelle que les cas d'études dont on parle et qu'on a essayé de restituer un peu aujourd'hui seront disponibles dans les jours qui suivent. Je pense qu'on a le contact de tout le monde, donc on se permettra de vous envoyer un dernier mail pour vous indiquer leur publication dans les jours qui arrivent. Et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions par mail. Je remercie l'équipe et mes 2 collègues qui m'ont assisté. Je remercie beaucoup les 4 intervenants. Thank you very much to Lisa, Marc and Julia also. Et puis voilà, je remercie beaucoup Dominique pour cette traduction en direct pendant 1h30. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Thanks. Bye.